Je vais reprendre au point où j'en étais resté pour résoudre mon énigme de le travail indépendant est-il attractif? Apparemment oui. Pourquoi n'y a-t-il pas davantage indépendant? Telle est l'énigme. Donc on va l'explorer et je vais vous proposer un exercice de décomposition analytique pour résoudre le problème. Vous vous souvenez des raisons que j'avais données la dernière fois pour dire que le salariat avait ses propres séductions. La construction de la protection sociale du salariat joue un rôle considérable avant que les indépendants aient eux-mêmes un niveau de protection qui s'en rapproche, excepté l'indemnisation du chômage, donc le risque d'activité qui est un problème majeur sur lequel je vais revenir en examinant plus tard comment on gère les risques dans ces situations. D'autre part, la variabilité des revenus, là aussi je vous donnerai des détails précis, et les problèmes de capitaux, comment s'installer, etc. Là aussi on a des données. Alors j'en étais resté à une quatrième explication possible, qui était la position du travail dans ce qui est l'ensemble des arguments du bien-être. Le travail n'est pas le tout de l'existence, évidemment. On en a déjà parlé, et dans la vie des individus et des ménages. Alors, là-dessus, il faut donner un certain nombre d'éléments précis pour comprendre ce qui se passe pour les indépendants. L'intensité de travail se mesure en quantité, en rythme et ce qu'on appelle en emprise. Ici, vous avez... je fais figurer des données issues d'enquêtes. Les principales sources que j'exploite aujourd'hui sont des données de l'INSEE et de la DARES, du ministère du Travail. Ici, vous avez des données sur l'activité des agriculteurs, des artisans, des commerçants et des professions libérales en nombre d'heures par semaine et en nombre de jours par semaine. Ça, c'est important aussi. Vous voyez que les agriculteurs, qui sont une part décroissante des indépendants, c'est 6 jours par semaine. Les artisans, 5,6 jours. Les commerçants, presque 6 jours. Et les professions libérales, 5,3 jours. Le salariat, lui, n'en est pas là. Il a plutôt été dans le sens de la baisse du temps de travail. J'y reviendrai, sauf pour la partie haute de la distribution des qualifications. Celui des cadres, quand j'aborderai la question du rapport entre travail et loisirs et intensité de travail ou intensité de loisirs, on verra ça. Mais c'est une première indication, évidemment, de l'intensité de travail. Une deuxième indication qui est... alors, il faut que vous me fassiez confiance parce que vous ne pourrez pas le lire, mais bon, vous retrouverez tout ça dans des données de la DARES. J'ai fait figurer ici... je vais le lire moi-même aussi avec vous, enfin à votre place, des données sur la pression temporelle du travail. On voit bien que ce sont une série d'indicateurs, subir plus ou moins de contraintes dans le travail, de rythme, être toujours obligé de se dépêcher, ne pas disposer en général d'un temps suffisant. Pour ces éléments de pression des rythmes, les indépendants ont moins le sentiment de la pression, ils ont plus de liberté d'organiser leur rythme de travail, sauf les chefs d'entreprise qui figurent aussi et qui sont une catégorie un peu particulière. Il faut bien payer le prix de son salaire ou de son revenu. En revanche, l'emprise du travail qui est ne pas pouvoir modifier son temps, travailler plus de 50 heures, travailler 7 jours par semaine, travailler aussi la nuit ou le dimanche, cette emprise-là, avec l'indice cumulé, elle est beaucoup plus forte pour les indépendants que pour les salariés. L'indice passe à 38,9% de gens qui déclarent au moins 3 des rubriques dont j'ai parlé, contre 3,8% chez les salariés. C'est effectivement une différence énorme, avec des variations selon les catégories d'indépendants, mais les agriculteurs, encore une fois, étant très au-dessus des autres, et les commerçants aussi. Donc des professions qui sont bien identifiées pour cet aspect de l'emprise, c'est-à-dire l'emprise aussi sur la vie personnelle. Quand on choisit ou quand on entre dans l'indépendance, comme aujourd'hui on en fait la publicité régulièrement à travers la figure glorieuse de l'entrepreneur sans préciser toujours ce qu'est l'entrepreneur,
C'est une occasion ce matin de le faire un peu plus en détail. Voilà le genre d'éléments qu'il faut aussi prendre en compte pour comprendre ce que c'est que la vie au travail dans l'indépendance. Une autre indication intéressante, c'est le coût de l'erreur dans le travail. C'est un grand sujet de la science sociale, comment gérer l'erreur. Il faut savoir la gérer, elle arrive, et il faut, quand on peut la déléguer ou la partager, c'est bien, quand on ne peut pas tout à fait, c'est plus compliqué. Alors, quelle est son incidence? Voilà un tableau qui précise, là aussi, des données sur qu'est-ce qu'on fait en cas d'erreur selon le statut. Alors, vous avez ici plusieurs solutions pour la qualité. Quelle est la conséquence pour la qualité du produit ou du service? On a un tableau qui différencie chaque fois les indépendants de leurs homologues salariés, agriculteurs versus ouvriers agricoles, artisans versus ouvriers qualifiés de l'artisanat, commerçants ou employés de commerce, et chefs d'entreprise versus cadres. Et la différence est assez systématique pour toutes les rubriques. Les indépendants sont toujours déclarent davantage les incidences de l'erreur pour eux-mêmes, à l'exception de la sanction à votre égard, où évidemment là la relation hiérarchique de subordination joue, et en quelque sorte en défaveur des salariés qui sont plus exposés par la sanction hiérarchique. Mais un élément que j'ai surligné est l'élément du coût financier pour l'entreprise, c'est-à-dire quel est le prix de l'erreur. L'erreur, elle a une conséquence directe évidemment sur la bonne marche de l'entreprise, alors que pour les salariés, le coût de l'erreur n'est pas ressenti de la même manière. La différence est systématique et très élevée. Donc voilà, c'est très bien de baisser un peu la lumière parce que je vais en avoir beaucoup des slides. Voilà l'analyse pour ce qui est de l'erreur. Et là aussi, ça veut dire que évidemment l'erreur, c'est quelque chose qui a une emprise sur la vie des individus. Enfin, il y a le problème de la fluctuation des revenus et le risque d'activité, puisque les indépendants sont responsables de leurs gains et de leurs pertes. L'analyse de l'erreur avec son incidence financière en est évidemment une première indication. Le contrat salarial a une valeur assurantielle, puisque le salaire est essentiellement rigide à la baisse en cas de fluctuation de l'activité de l'entreprise. Tous les éléments récents dont nous disposons, en tout cas en France, montrent que les salaires n'ont pas diminué, ils ont progressé malgré le marasme économique. Et quand il y a débat sur une pression à la baisse, c'est quasiment l'objet d'une mobilisation générale des médias et des entreprises, en tout cas des salariés des entreprises concernées, pour évoquer le caractère tout à fait anormal de ce trade-off, de cet arbitrage entre salaire et conservation de l'emploi. Généralement, ça se porte plutôt sur les rythmes de travail ou la diminution des RTT, mais les salaires sont essentiellement rigides à la baisse dans beaucoup de marchés du travail, en France comme ailleurs. C'est un point essentiel parce que c'est un élément assurantiel incroyablement fort pour dire vous ne subissez pas autrement que par éventuellement un choc de licenciement, mais pas par la feuille de salaire, vous ne subissez pas la variation de performance de l'entreprise jusqu'à un certain point qui est celui à un moment ou un autre, si l'entreprise va mal, évidemment le problème de la gestion des effectifs se pose. Mais en revanche, c'est tout à fait différent pour les indépendants. Les espérances de gains peuvent être élevées, mais les risques sont aussi très élevés. Et là, nous avons encore une fois une donnée issue de la même enquête sur les conditions de travail des indépendants et des salariés. C'est extrait de l'enquête emploi, les données sont celles de l'enquête emploi. Et je vais contraster la partie haute du tableau qui donne des indications précises sur ce qu'on appelle marge de manœuvre et enrichissement dans le travail. C'est tout ce qui est le versant positif du travail dont j'ai déjà parlé. Il faut alors, c'est coté de manière négative, c'est-à-dire je n'ai pas assez de marge de manœuvre, etc. Donc, si les valeurs sont basses, c'est que
l'individu a plus de marge de manœuvre. Il faut le comprendre comme ça. Donc les salariés n'ont pas assez déclarent plus souvent n'avoir pas assez de marge de manœuvre, alors que les indépendants sont assez peu nombreux à déclarer qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre ou qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un travail suffisamment varié, d'apprendre pendant leur travail, de n'avoir pas une formation suffisante, de ne pas régler eux-mêmes les incidents, etc. Que le travail est répétitif. Toutes ces dimensions dont j'ai déjà parlé, vous voyez que les différences sont extrêmement fortes. La valeur pour les indépendants, les valeurs sont très très faibles, les valeurs en termes d'impossibilité d'obtenir un enrichissement ou des marges de manœuvre, alors que pour les salariés, elles sont beaucoup plus élevées, 4 ou 5 fois plus élevées. Alors, voilà, la partie haute, c'est l'autonomie. Donc, on est bien d'accord, on rejoint notre affaire de la valeur positive, l'utilité du travail, au sens où je peux effectivement y trouver quelque chose de positif. Et puis maintenant, je vais passer dans la partie basse du tableau, qui est l'insécurité socio-économique et la soutenabilité du travail. Crainte pour son emploi, ne se sent pas capable de faire le même travail jusqu'à 60 ans, une erreur dans le travail et des conséquences pour l'emploi, la carrière, et la rémunération dépend de la façon de travailler. Quand on examine ces données-là, la dernière en particulier, qui est quelle est l'incidence directe de ma manière de travailler sur le revenu, évidemment, c'est très fortement, le contraste est gigantesque entre les salariés et les indépendants. Le salarié, on peut lui demander de s'impliquer de bien des manières et en quelque sorte, l'entreprise peut lui demander d'augmenter sa productivité, mais d'une part, il n'est qu'un salarié parmi d'autres, donc son sentiment de responsabilité à l'égard de sa façon de travailler, de la relation entre sa façon de travailler et le résultat de l'entreprise est fortement dilué, même si les leviers pour, en quelque sorte, rapprocher le sentiment de responsabilité de la performance de l'entreprise se déclenchent de multiples manières, notamment à travers les mécanismes d'évaluation. On y reviendra un peu plus tard et aussi dans un séminaire de Jean-Emmanuel Ray. Mais chez les indépendants, c'est tout à fait net. On passe d'un taux de 18% chez les salariés à 67,4% chez les indépendants. La relation entre le revenu, la soutenabilité du travail ou le sentiment de sécurité économique et la façon de travailler est évidemment massive. Et les variations sont très faibles entre les différentes catégories d'indépendants. Donc là, on a une sorte d'objectivation directe de la question de la relation entre la rémunération, enfin le revenu, et l'implication ou la manière d'exercer le travail. Façon de travailler, c'est-à-dire en quantité, en régularité, en horizon d'activité. Autrement dit, pour les indépendants, il y a une forte incertitude sur le travail, ses quantités, ses creux et ses excès, les chocs qu'il faut gérer quand il y a trop de travail, etc., le caractère, l'enchaînement irrégulier des activités. Voilà des points absolument essentiels pour comprendre ce que c'est que l'emprise du travail d'une part, comme je l'ai dit, sur la vie personnelle, l'insécurité ou l'incertitude économique d'autre part, et aussi le plus grand consentement à l'effort du côté des indépendants. Tous ces éléments ont évidemment des implications sur le point que je soulignais, le quatrième point, c'est-à-dire les équilibres entre vie familiale et vie sociale. Et donc, on voit bien qu'on peut obtenir des indices très discordants entre la satisfaction à l'égard du travail stricto sensu, comme par exemple cette affaire de marge d'autonomie et sentiment de s'enrichir dans le travail, d'avoir un travail non répétitif, où les artisans sont systématiquement mieux lotis que les indépendants sont mieux lotis que les salariés. Et puis de l'autre côté, évidemment, le niveau et la variabilité temporelle du revenu, le degré d'incertitude de l'activité, et enfin le problème de la satisfaction à l'égard des équilibres de vie personnelle et vie familiale. Ces questions reviennent aujourd'hui massivement dans des débats, mais beaucoup sur le salariat. Toutes les publications récentes sur la qualité de l'emploi mettent en avant des arbitrages entre travail et vie externe au travail, notamment à travers aussi les arbitrages intrafamiliaux. Je ne peux pas revenir sur ce sujet, je vous renvoie
un livre magistral de mon collègue Pierre-André Chiappori qui s'appelle Family Economics, qui examine toutes ces questions dans le plus grand détail, qui paraît bientôt, et a beaucoup de publications. Mais ces arbitrages entre vie personnelle et vie de travail sont au cœur de sujets, y compris pour plaider pour une certaine forme de décroissance économique, en disant nous en avons un peu assez, puisque de toute façon nous n'avons pas un horizon extraordinairement glorieux du côté du travail, autant faire de nécessité vertu. Je résume un peu et je caricature peut-être un peu l'argument, mais autant de faire nécessité-vertu et mettre dans d'autres activités familiales, personnelles, associatives, engagées, etc., politiques, y mettre une quantité d'efforts que nous ne pouvons pas ou que nous ne voulons pas allouer essentiellement au travail. Cette question est une question qui est massivement posée dans le salariat et qui n'impacte pas tellement les entrepreneurs. On a deux mondes, d'une certaine manière, des entrepreneurs qui plaident pour leur cause ou les auto-entrepreneurs et les salariés dont certains chercheurs plaident une cause d'équilibre variable ou différent. Donc on a là deux visions du monde du travail qui sont assez profondément différentes, mais il faut comprendre que l'autonomie ou le caractère positif est intrinsèquement et puissamment couplé au risque. Alors, dans une longue revue de littérature qui concerne les revenus de l'entrepreneuriat, l'article s'appelle Returns of Entrepreneurship, ou To Entrepreneurship, de Thomas Astebro, qui est professeur à HEC. Sa revue de littérature fait apparaître trois variables ou trois résultats principaux. D'une part, un grand nombre d'individus qui entrent dans l'indépendance. Il faut garder à l'esprit dans ce que je dis la relation un peu incertaine entre indépendant et entrepreneur. Ce sont des mots qui n'ont pas tout à fait le même sens, mais certains les utilisent de manière interchangeable. Les économistes sont moins attentifs que les sociologues à la différenciation de vocabulaire. Mais bon, pour l'instant, je vous signale le point, laissons-le de côté, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, l'argument est un grand nombre d'individus qui s'engagent en indépendance ferait bien mieux de rester ou d'être salariés. Donc, ici, parce qu'ils s'en sortiraient mieux en quelque sorte, il y a là, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Il y a, et pourquoi est-ce qu'ils persistent? D'une part, il y a deux mécanismes complémentaires qui peuvent jouer. Les chances de revenir éventuellement à l'emploi salarié sont jugées insuffisantes ou trop faibles, ou alors le coût du passage à l'indépendance est irréversible en quelque sorte. On a enfui des éléments, on a pris des habitudes, ou on a investi de l'argent, et ces coûts qu'on appelle irrecouvrables, des sunk costs, des coûts qui sont enfouis, sont trop élevés. On peut aussi dire qu'il y a des coûts non monétaires irrecouvrables, c'est-à-dire le sentiment de s'être libéré de la subordination salariale est tellement fort qu'il va freiner éventuellement une révision du choix un peu plus tard. Donc, deuxième argument, ce premier argument dit donc à la fois qu'il y a peut-être un mécanisme de cliquet, une fois qu'on y est passé, on n'en sort plus, et deuxièmement, il y a peut-être un bénéfice non monétaire à rester indépendant qui peut compenser aussi des situations pas très favorables sur le plan financier et monétaire. Deuxième point qui sort de la longue revue de littérature à laquelle procède ce collègue, c'est une petite fraction d'individus à des revenus beaucoup plus élevés que ceux que cette fraction d'individus obtiendrait dans le salariat. Donc là, on a aussi une distinction forte. Quand on réussit beaucoup plus dans l'indépendance que dans le salariat. C'est ce qui est évidemment un facteur d'attraction ou parfois d'illusion. Et la dispersion des gains est beaucoup plus élevée dans l'indépendance que dans le salarié. Ça, je vais y revenir avec des données qu'on a fabriquées pour vous et pour cette séance avec mon équipe, Colin Marchica, Simon Pey. Enfin, cette distribution très asymétrique, beaucoup
ne gagnent pas énormément et peu gagnent vraiment beaucoup, cette distribution très asymétrique persiste dans le temps. Et donc, ce sont des inégalités structurelles et pas simplement des inégalités conjoncturelles. Donc, vous voyez, premier argument va dans le sens, explorons la dimension non monétaire, c'est-à-dire la valeur utile ou positive du travail, même quand les gains sont faibles, mais les deux autres arguments vont dans le sens des écarts de réussite, donc des degrés très variables d'incertitude sur l'activité. Voilà le cœur de l'argument autour duquel il faut raisonner et qu'il faut documenter par des données. Il faut examiner l'interaction entre ces différents éléments pour calibrer exactement l'attractivité de l'indépendance ou pour résoudre cette énigme, ce constat énigmatique qui fait coexister la forte satisfaction exprimée avec un poids statistique faible de la catégorie, même si le déclin de l'agriculture joue le rôle un peu de masque sur l'évolution des effectifs dans l'indépendance. Je n'y reviens pas. Alors, n'oublions pas, en disant cela, que, et c'est une manière de faire rebondir l'argument de manière assez symétrique, qu'en France, tout au moins dans les enquêtes sur la satisfaction, les critères de satisfaction à l'égard du travail, les deux valeurs qui viennent, ou les deux dimensions les plus enviables, enviables ou désirables, sont la sécurité de l'emploi d'un côté et l'autonomie de l'autre. Alors, si nous graduons ces valeurs à leur maximum, ces qualités opposent exactement le salariat à l'indépendance. Mais dans la réalité des pratiques de travail, les combinaisons sont beaucoup plus complexes. Aucun salarié, sauf dans la fonction publique, ne dispose d'une garantie statutaire très élevée, ou peut-être totale, sur la durabilité de son emploi. Et aucun indépendant n'est à ce point autonome qu'il peut inventer intégralement sa vie. Dans le dernier tableau que je vous ai présenté là, la crainte pour son emploi n'obtient pas des scores très élevés, ni chez les salariés, ni chez les indépendants. En revanche, c'est la question ultime, la façon de travailler, le lien avec les gains, qui crée l'écart entre salariés et indépendants. Tout comme était important l'écart, à l'inverse, entre salariés et indépendants sur l'autonomie. Donc, on a bien là une opposition entre des couples d'arguments, le risque plus l'autonomie versus, ou s'opposant à sécurité plus subordination. Donc, c'est une opposition qu'il vaut la peine d'explorer dans sa complexité pour comprendre comment la réalité des pratiques et de travail et des situations individuelles fait varier les valeurs positives et négatives du travail. Alors, il est question donc, avec la dispersion des gains, il est question de risque et de gestion du risque. C'est une des manières d'aborder le problème, c'est de demander comment le risque d'activité peut être géré dans l'indépendance et de demander aussi si ces solutions de gestion du risque sont complémentaires des éléments de satisfaction de l'activité indépendante. Autrement dit, si les stratégies qu'on peut trouver, et que je vais vous illustrer, de couverture du risque d'activité font varier aussi les compensations non monétaires, ces fameuses gratifications non monétaires qu'on obtient en travaillant de telle ou telle manière. Est-ce qu'elles les font varier à la hausse ou à la baisse? Alors, je l'ai dit, à la différence du travail salarié, le travail indépendant est directement exposé au risque d'activité. Gains et pertes sont de la responsabilité de l'individu et donc ne peuvent être couverts que par des mécanismes de gestion du risque. Si on n'apprend pas à gérer le risque, l'échec professionnel et l'éviction hors du marché sont à peu près certains, même si la statistique dit régulièrement que la moitié des entrepreneurs qui se sont engagés dans l'entrepreneuriat ou dans l'indépendance n'y sont plus au bout de 5 ans, qu'ils ont échoué.
Donc c'est une mesure très simple et très puissante du risque d'éviction. Et donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas échoué ont appris quelque chose sur l'activité ou ont fait un certain nombre d'investissements et ont adopté un certain nombre de stratégies pour survivre, puisque le risque de non-survie est si élevé. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Il y a un domaine où le risque n'est pas du même ordre, et vous allez le voir sans arrêt apparaître, et c'est toute l'hétérogénéité de la catégorie des indépendants. C'est le monde des professions libérales, régulées, qui sont des professions réglementées, et elles, le succès n'y est pas garanti, mais les amortisseurs et les chances de gain sont beaucoup plus fortes qu'ailleurs, parce que tout simplement, on procède au filtrage des candidats à l'entrée dans le métier. Pour être entrepreneur, auto-entrepreneur, etc., les simplifications administratives sont de plus en plus massives. Et à Londres, c'est en une demi-heure. En France, c'est peut-être une journée ou moins. Pour être avocat, médecin, ça prend quand même un peu plus de temps pour y arriver, ou pharmacien, ou notaire, etc., etc. Donc, mais on n'est pas évincé ensuite, comme on l'est 1 sur 2 dans l'entrepreneuriat de libre accès. Alors, ça c'est un point qu'il faut garder en mémoire. Pour toujours, la sociologie vous apprend sans arrêt à composer, décomposer, recomposer les catégories pour manier l'hétérogénéité sans se noyer non plus dans l'infini détail. On ne peut pas accueillir toutes les marguerites de l'empirie, mais dans un champ, mais il faut quand même garder sans arrêt à l'esprit ce problème-là, parce qu'il éclaire beaucoup de questions. Et là, je dirais, la sensibilité à l'hétérogénéité est quelque chose qui distingue assez fortement le sociologue de l'économiste, parce que le sociologue y voit aussi des éléments de construction sociale. Les professions juridiques, ce sont des grandes constructions historiques, et la manière de relier le revenu à la position de monopole de l'exercice d'activité n'en fait pas des simples entrepreneurs comme n'importe quel autre entrepreneur dans l'artisanat, dans l'industrie, dans le commerce. Alors, une première mesure du risque d'activité est fournie dans les données sur les revenus par la dispersion et aussi par la proportion des actifs dont les revenus sont nuls une année donnée. Ici, je vous fais figurer, je vous présente des données qui sont issues du travail le plus récent disponible. Il date de janvier 2014 sur les gains des indépendants, les revenus des indépendants, un travail de Omalek et Pigné. Laure Omalek et Justine Pigné, et la représentation est simple. Elle vous donne le petit rectangle, ici pas rectangle, mais la moyenne figure en gris, c'est ça, et vous voyez, elle est assez homogène entre industrie, construction et commerce, mais elle s'élève dans les services, qui sont un secteur beaucoup plus hétérogène, et ici c'est l'ensemble. Dans les services, vous avez les professions de santé, les services juridiques, financiers, etc. Ensuite, on a la médiane qui sépare la population en deux, 50% au-dessus, 50% en dessous. La moyenne est toujours plus sensible aux dispersions de revenus. La médiane, elle aussi, varie un peu, mais dans des proportions assez faibles. Et puis, au fur et à mesure que vous vous élevez dans l'échelle de la distribution, en triangle vert, c'est le troisième quartile, c'est-à-dire 25% de gens gagnent plus que cette somme. Et là, on voit le secteur des services s'élever de manière assez nette. Et le dernier élément, c'est le 9e décile, c'est-à-dire 10% de ceux qui gagnent le plus. Dans certains domaines, on va chercher les 1% qui gagnent le plus, ou même les 0,1% qui gagnent le plus. Vous connaissez la popularité de ce calcul depuis que les inégalités de rémunération ont explosé, notamment dans certains secteurs comme les services financiers et aussi juridiques, en tout cas aux États-Unis. L'industrie juridique est absolument énorme. Là, on voit bien que les services sont un secteur à fortes inégalités. Et donc, qui dit dispersion dit aussi risque et attractivité en même temps. C'est-à-dire, on peut espérer des gains élevés, mais
la contrepartie, c'est qu'on peut aussi avoir un niveau médian de revenus qui est assez faible en contrepartie de l'investissement qu'on peut faire. Le niveau médian est à 30 K euros, à 30 000 euros. C'est quand même, ce ne sont pas des sommes faramineuses, ça c'est dans les services. Et dans l'industrie et le commerce, on est autour de 20 000 euros. Mais je reviendrai sur ces chiffres tout à l'heure parce qu'il y a un argument qui porte sur la sous-déclaration. Mais bon, la sous-déclaration, c'est une affaire difficile à... Enfin, on a des estimations. Ensuite, on peut, dans un exercice de décomposition analytique, comme il faut le pratiquer, on peut aller plus loin. On peut regarder profession ou secteur, enfin métier, secteur métier par secteur métier. Et ici, on a travaillé sur ces données pour aujourd'hui et sont présentés ici différents secteurs que j'ai évoqués précédemment. Les arts et spectacles qui contiennent un certain nombre d'indépendants, mais aussi des salariés, vous allez le voir, la coiffure, les taxis, ils font parler d'eux, mais ils sont un cas intéressant. L'enseignement, il existe un enseignement indépendant qui commence à se développer très fortement et qui a tendance à se greffer sur l'enseignement public et salarié pour en améliorer les performances, dit-il. Le commerce et la réparation automobile, donc souvenez-vous de Crawford. L'information et la communication, où il y a beaucoup d'indépendants, des consultants, des freelances, maintenant beaucoup de journalistes qui sont priés de devenir indépendants ou salariés par dérogation. Les professions de santé, le commerce pharmaceutique et les services juridiques. Alors, dans les activités juridiques, on n'a pas fait figurer le dernier décile parce qu'il est tellement haut qu'il n'entre pas dans le cadre. Donc là, on a un cas d'explosion, d'écart vertigineux dans les inégalités. Et les couleurs et les symboles sont du même ordre. Mais là, vous voyez, en décomposant bien, vous voyez l'hétérogénéité du groupe des indépendants est beaucoup plus apparente. Ici, on a affaire, grosso modo, à un monde assez homogène, où la variation est assez faible. Mais là, dans ce secteur-là, qui est précisément le secteur avec beaucoup de diplômes, beaucoup de réglementation de l'activité et des marchés d'expertise, vous voyez que les écarts sont beaucoup plus importants et que les situations moyennes et les situations médianes sont beaucoup plus élevées. Donc la catégorie des indépendants mérite évidemment beaucoup de décomposition et d'attention à son hétérogénéité. Les facteurs qui jouent sont, je l'ai dit, diplôme, mais aussi le caractère de protection ou non par rapport à la concurrence, etc. Alors, j'ai dit tout à l'heure, vaut-il mieux être indépendant ou salarié? Eh bien, nous avons fait le travail avec des données, des déclarations annuelles de données sociales de l'INSEE, et nous avons choisi les mêmes professions dans le même ordre ou secteur métier, en quelque sorte, pour regarder ce que sont les salariés dans ces activités-là. Est-ce qu'ils s'en sortent mieux ou pas? Eh bien, par rapport à... Alors, l'échelle n'est pas la même. Hein. Attention, avant, nous montions jusqu'à 200 000 euros et maintenant, nous sommes à 100 000 euros au maximum. Donc, vous voyez très clairement que le secteur qui décroche par rapport, où les salariés s'en sortent mieux que les indépendants dans les métiers à gains relativement limités, c'est celui des arts du spectacle. Mais là, l'explication est une construction juridique. Je reviendrai peut-être sur ce cas emblématique pour réunir à peu près tous les arguments que j'ai évoqués dans les séances qui ont eu lieu et dans celle-ci. Il se trouve que dans les arts et dans le spectacle, on a des salariés qui sont des salariés par dérogation, qui sont en fait des indépendants assimilés à des salariés, et dont les revenus sont composés, en tout cas pour ce qu'on appelle les intermittents du spectacle, qui forment la catégorie majoritaire, sont composés à plus de 40% d'indemnités de chômage, ce fameux chômage interstitiel entre deux projets. C'est l'avantage de ce régime d'assimilation dérogatoire au salariat que d'inclure que de permettre évidemment ce qui n'est pas possible dans l'indépendance, c'est-à-dire la couverture du risque chômage par l'indemnisation, la couverture du risque d'activité par l'indemnisation du chômage. Mais dans les autres activités, on s'en sort généralement moins bien
par le salariat que par l'indépendance. Et c'est encore beaucoup plus vrai dans les secteurs libéraux et dans les professions de santé et les activités juridiques. Là, clairement, alors le paradoxe extraordinaire de certaines activités, c'est qu'elles ont un monopole quand elles sont indépendantes, mais qu'elles peuvent être articulées à une forme de socialisation du revenu. Un médecin libéral dispose en fait d'une socialisation de son revenu, puisque le remboursement par la sécurité sociale est un élément fondamental de la viabilité de sa prestation. Il peut faire varier son tarif. Certains le font en fonction de leur réputation ou de leur position sur un marché local, mais c'est essentiellement par la socialisation du revenu qu'ils ont le meilleur des deux mondes, d'une certaine manière. Ils ont à la fois l'indépendance et l'autonomie et aussi une garantie d'un marché qui est fort. À l'inverse, les données que m'a transmises Simon Pey hier soir sur les avocats montrent une situation assez différente. Les avocats disposent bien d'un monopole d'exercice, mais leur démographie est beaucoup plus mal régulée et leurs revenus moyens sont beaucoup plus faibles que ceux des médecins. Il reste à construire le marché de l'expertise juridique et de la développer, comme aux États-Unis, mais là aussi les inégalités sont fortes. Donc, pour répondre à la question de l'arbitrage entre salariat et indépendance, les comparaisons que je viens de faire montrent bien qu'il y a de fait un avantage relatif, même s'il joue sur des sommes étroites pour ces catégories-là, à l'indépendance par rapport au salariat, mais un désavantage. Pour l'illustrer encore plus directement, on a procédé à l'exercice suivant. On a pris les métiers indépendants ou salariés et on a regardé ce qu'ils obtenaient en termes de ce qu'on appelle un intervalle interquartile, c'est-à-dire l'écart de gain entre le troisième quartile, 75% des individus au-dessus des trois quarts, et 25%, ceux qui sont dans la partie basse et ceux qui sont dans la partie haute. On a regardé ce qu'ils étaient comme indépendants et ce qu'ils étaient comme salariés. Et si la relation était neutre, autrement dit, si les écarts n'étaient pas sensibles au statut, on aurait une diagonale et les individus se situeraient sur la diagonale. Ici, tout le monde, se situe en dessous de la diagonale. Autrement dit, les écarts sont toujours plus élevés, la dispersion des revenus est toujours plus élevée quand on est indépendant que quand on est salarié. Les seuls qui s'en rapprochent un peu, mais ils ne sont pas sur la diagonale, ce sont les professions libérales de santé. Il y a donc aussi des écarts de gains dans le salariat des professions de santé. Les médecins salariés ne gagnent pas tous la même chose, ils se rapprochent de la situation des indépendants, mais ils n'y sont pas non plus, puisqu'ils ne sont pas sur cette diagonale. Autrement dit, le risque d'activité, mais aussi l'attractivité sont toujours plus forts dans l'indépendance que dans le salariat, mais avec un risque d'échec qui est aussi plus élevé. Voilà une manière commode de résumer l'information. Alors, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, si la moitié des indépendants qui s'engagent dans le métier disparaissent, ou des entrepreneurs disparaissent au bout de 5 ans, ça veut dire que l'ancienneté doit être acquise à un certain prix, le prix d'un risque d'éviction. Et quand on examine les profils d'accumulation d'ancienneté et des gains liés à l'ancienneté, ils existent. Ces acquis d'ancienneté sont mesurables et effectivement les gains démarrent de manière assez modeste ou très modeste, mais ils progressent jusqu'à un maximum au bout de 20 à 25 ans d'ancienneté, un peu différemment des salariés, mais les statistiques qui sont faites sur cette accumulation d'ancienneté peuvent souffrir d'un biais qui est très important, qui est si nous examinons à un moment T ce qu'obtiennent les individus en fonction de leur âge et de leur date d'entrée dans l'entrepreneuriat, par rétrospection, en quelque sorte, en regardant ce qui leur est arrivé depuis qu'ils sont entrés, nous n'avons par définition que ceux qui y sont encore.
Donc il y a un biais qu'on appelle un biais d'endogénéité ou de sélection. Ceux qui sont là sont ceux qui ont réussi à survivre. Donc ce problème doit être gardé en mémoire. Je vais vous montrer tout à l'heure un résultat d'enquête ou d'exploitation de données qui corrige ce biais et qui permet d'estimer exactement les gains d'ancienneté. On peut dire d'une manière générale, et en conformité avec les données que j'ai examinées tout à l'heure, que les gains d'ancienneté sont faibles pour un certain nombre des métiers que j'ai évoqués, les chauffeurs de taxi, les métiers de l'industrie du textile, les métiers de la coiffure, des services aux particuliers, soins de beauté, etc., mais qui sont beaucoup plus élevés dans les professions juridiques. Là encore, il y a donc un double gain. Il y a un gain de monopole du marché et un gain d'accumulation d'ancienneté, un gain lié à l'accumulation d'ancienneté. Voilà les données qui sont issues d'un gros dossier de l'INSEE en 2009 qui montrent ce que sont les gains au bout de 2 ans d'ancienneté et au bout de 15 ans d'ancienneté. En rouge, c'est 15 ans et en vert, c'est au bout de 2 ans. Et on compare les gains en milliers d'euros. Vous voyez que les médecins ont des gains qui progressent beaucoup par différence avec 2 ans d'ancienneté, par exemple, ou encore les activités juridiques, toujours les mêmes, les services financiers, la pharmacie, les métiers à forte qualification. En revanche, il y a un certain nombre de métiers où le différentiel entre ce qu'on a obtenu au bout de 2 ans et ce qu'on obtient au bout de 15 ans est extrêmement faible ou relativement faible. Les services à la personne, les hôtels, cafés, restaurants, le bâtiment, les taxis. Voilà, on a un monde de l'indépendance qui est hétérogène aussi sous le rapport de l'horizon d'activité, ce qui veut dire beaucoup de choses. Il faut donc imputer aux chauffeurs de taxi, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'écart d'ancienneté. Ça veut dire quelque chose tout de même, une vie de travail où l'horizon de progression des revenus n'est pas très élevé ou même nul. Il faut pouvoir le gérer mentalement et donc supposer que l'investissement initial dans la licence du chauffeur de taxi à Paris à 200 000 euros vaut la peine et de toute façon c'est un coût irrecouvrable et que donc on est pris dans la trappe pour un certain nombre d'années. C'est un élément à prendre en compte pour comprendre le conflit actuel des chauffeurs de taxi et des problèmes de dérégulation des monopoles d'exercice. Je vais peut-être accélérer un peu. Je voulais aussi parler des éléments de gains nuls. Il existe les indépendants ont des risques d'avoir des gains nuls. Et on a là des taux après 1 an et 20 ans d'ancienneté. À 20 ans d'ancienneté, on a encore 5% des indépendants qui déclarent une année donnée des gains nuls, alors que c'est le cas de 28,7% au bout d'1 an. Donc c'est un point important. Mais les gains nuls, on peut aussi les analyser de manière assez différenciée. C'est parce que soit les individus sont entrés en cours d'année, soit parce qu'ils se payent en dividendes et donc ils ne déclarent pas de gains. Il y a beaucoup de manières de faire. Ici, c'est l'occasion à propos de ces gains nuls, de dire que la recherche doit se méfier de la sous-déclaration. Des estimations sont faites pour évaluer, quand on interroge les individus sur leurs gains, généralement les indépendants sous-estiment par rapport aux salariés de 35% leurs revenus. Donc, garder ces éléments en mémoire, ils ne sont pas faciles à documenter précisément, mais ils veulent dire que l'analyse des revenus pose un problème en soi qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, j'en viens à la question de la gestion des risques. Les risques se mesurent, mais maintenant, il faut analyser leur gestion. Il y a 3 manières de gérer le risque d'activité, qui recourent à 3 façons de diversifier le risque, ce qui est la principale manière de gérer un risque. C'est de diversifier les moyens de se procurer du revenu ou de l'assurance sur le futur. Premier moyen, c'est créer une entreprise, mobiliser des capitaux, des investissements, employer des salariés.
et répartir sur l'entité entreprise les projets, les investissements, l'assurance sur le futur, les possibilités de développement, etc. Le deuxième moyen, c'est le recours à la pluriactivité d'un individu dans son travail. Autrement dit, il se divise en plusieurs morceaux et il répartit son travail en plusieurs activités. Et la troisième façon, c'est de combiner un certain nombre de ressources qui sont issues éventuellement d'un patrimoine. Les artistes étaient rentiers au XIXe siècle pour un certain nombre d'entre eux, du moins ceux qui ne se préoccupaient pas du salaire ou du revenu. Les transferts sociaux, les indemnités de chômage. Il existe des dispositifs à l'aide à la création d'entreprises où on monétarise des indemnités de chômage pour sortir du chômage et en s'engageant dans l'entrepreneuriat. Je reviendrai sur ce point plus tard. Des revenus du conjoint, si j'ai le temps, je vous montrerai les données qui clivent très fortement les salariés des indépendants. Un conjoint indépendant procure, homme ou femme, procure un avantage à la survie dans l'indépendance. Et enfin des aides publiques, qui sont des aides directes, des niches, etc. etc. Alors, examinons les deux premières stratégies. La création d'entreprises. Ici figure la proportion d'individus qui créent, qui sont employeurs ou qui sont indépendants purs, mais pas employeurs. Et vous voyez qu'il y a effectivement une proportion importante d'indépendants qui sont aussi employeurs. Elle figure en blanc dans le graphique. Les professions libérales, de ce point de vue, sont moins employeuses que les commerçants, artisans. Les agriculteurs figurent toujours parmi ceux qui travaillent beaucoup plus en solo, en masse, mais les écarts de situation dans le monde de l'agriculture sont énormes, à la fois en termes de gains et en termes de concentration des subventions. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais il y a là des données absolument massives qui montrent qu'il y a dans l'agriculture deux mondes extraordinairement différents. Celui qui est bruyant, c'est celui qui se situe là, alors que celui qui se protège du bruit et qui fait ses affaires avec Bruxelles, il est là. Voilà. Ensuite, est-ce que ça rapporte de créer une entreprise et en fonction du nombre de salariés? Alors là, les choses sont claires. Je ne sais pas pourquoi il y a un masque Non, ce sont des couleurs variées. Vous voyez que les revenus liés à la direction à la création d'une entreprise, quand on a 0 salarié, la moyenne des gains est ici. Quand vous avez 1 salarié, les gains s'élèvent, et puis 2 à 4, 5 à 10 salariés, plus de 20, vous voyez immédiatement que les gains en termes de niveau de rémunération sont beaucoup plus élevés. Donc c'est un moyen, effectivement, de gérer le risque, c'est de créer l'entreprise, mais évidemment, il a ses contraintes et il a ses propres stratégies qu'il faut prendre en compte. Tout le monde, évidemment, ne crée pas, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ensuite, la question qu'on peut se poser ici, c'est, puisqu'on voit bien que le revenu est beaucoup plus élevé quand on dirige une entreprise, on pourrait se demander, mais est-ce que la satisfaction non monétaire va avec ? Autrement dit, est-ce que le patron a le blues ou est-ce qu'il prend du plaisir à exercer son métier ? Tout à l'heure, dans un des tableaux que je vous ai montré, les chefs d'entreprise se distinguaient notamment par une forte intensité de travail et par la pression émotionnelle, comme dit l'enquête, de la gestion des tensions hiérarchiques avec leurs subordonnés. Mais aussi, d'ailleurs, par un degré beaucoup plus élevé d'autonomie dans l'exercice quotidien du travail. Évidemment, ils n'ont pas de hiérarchie au-dessus d'eux. Mais ils sont exposés aux sanctions du marché et des actionnaires, quand ils en ont. Je ne développe pas ce point, mais il est intéressant de se demander, d'une manière générale, si la qualité de chef d'entreprise est une malédiction bien payée ou une forme de cumul des bénéfices monétaires et non monétaires. C'est une question qui mérite certainement une exploration attentive. Il y a en ce moment le Salon des entrepreneurs, mais elle peut être aussi l'objet de beaucoup de controverses, spécialement en France. En tout cas, il y a une hypothèse assez simple qui permet de peut-être régler une partie de la question,
qui peut être faite pour découpler, à partir d'un certain seuil de rémunération, le revenu stricto sensu des éléments de satisfaction ou d'insatisfaction. En fait, la rémunération d'un dirigeant d'entreprise est corrélée avec la taille de l'entreprise, ce qu'on appelle son contrôle sur un nombre plus ou moins élevé d'individus, contrôle et responsabilité juridique en même temps, et hiérarchique. Mais cette corrélation qui est classique, qui peut aussi vouloir dire beaucoup de salariés, beaucoup de pression, peu de salariés, moins de pression, etc., elle n'est pas linéaire. Il se trouve qu'il y a au sommet de la hiérarchie des revenus une distorsion qui est liée au fait que la rémunération ne progresse pas simplement avec la taille de l'entreprise, mais deux collègues, Augustin Landier et Xavier Gabet, ont publié un article assez retentissant pour dire que est-ce que les patrons les mieux payés ont beaucoup plus de talent que les autres? Ils ont fait un calcul pour dire que si on mettait le chef d'entreprise, le CEO, c'est fait sur des données américaines, numéro 1, si on mettait celui qui est en 250e position dans la hiérarchie des revenus, on le mettait en numéro 1, eh bien l'entreprise ne perdrait peut-être que 0,016% de sa valeur. Autrement dit, l'écart des gains n'a rien à voir avec la fameuse performance des CEO, tout simplement parce qu'il y a un marché de ces positions de CEO, notamment dans les grandes entreprises, qui est lié à des phénomènes d'intensité de la demande pour ces gens-là. Ils les font d'ailleurs, ils entretiennent l'intensité de cette demande assez savamment, et qui fait que leur rémunération sort hors de proportion avec les différentiels de qualité ou de compétences sous-jacents. Mais je laisse ce point de côté, c'est simplement pour découpler un peu le problème de rémunération et gratification du rôle. Alors, il y a maintenant un deuxième type de gestion du risque. J'espère avoir le temps. J'apprends laborieusement à gérer mon temps, mais après tout, une séance, c'est une séance, c'est une heure. L'unité de démonstration peut déborder, mais bon, vous pardonnerez. La gestion du risque de type 2 est celle qui m'intéresse un peu plus maintenant, c'est celle de la pluriactivité. Alors, on peut la comparer à ce qu'on appelle une gestion de portefeuille d'actifs en théorie économique, et c'est même un vocabulaire qui a été popularisé par l'expression du portfolio worker en Grande-Bretagne notamment. Il y a un livre de Charles Handy qui a été dans ce sens pour inventer une rhétorique d'apologie du travail mobile et insubordonné, où on célébrait beaucoup le versant autonomie et peu le versant risque, évidemment. Et donc, on a eu aussi une sociologie britannique et une psychosociologie britannique volumineuse avec des travaux pour évaluer ce que sont ces portfolio workers qui font beaucoup de choses en étant indépendants, qui ont de multiples projets, qui diversifient leurs risques d'activité à travers la quantité de projets. Tout ça date essentiellement des années 90, l'ère Tony Blair, l'ère des industries créatives, et dans un article qu'ont publié 3 collègues britanniques, les entretiens sont faits avec des consultants, des journalistes, des artistes, des éditeurs freelance, et voilà le schéma qu'ils produisent pour suggérer la problématique. C'est on s'organise dans le travail, et donc on doit produire son revenu soi-même et créer sa propre demande de travail. Il faut se trouver des clients. On a bien une variété d'activités et de clients quand on travaille en freelance, mais on a aussi un environnement qui est en dehors de l'organisation. Et les trois problèmes clés à gérer sont l'autonomie, l'incertitude et l'isolement. Quand on travaille en solo, on n'a pas une communauté de travail. Donc ce point-là aussi apparaît dans les enquêtes vous le verrez plus tard, dans les enquêtes sur les conditions de travail, c'est quelle est la qualité des relations avec les collègues. Est-ce qu'ils sont prêts à vous donner un coup de main, ou alors l'inverse, etc. Mais ici, on gradue cet élément-là à son minimum, puisqu'il y a un isolement qui est plus fort.
Je reviendrai aussi sur ce point dans un... On a testé ces questions sur une enquête qu'on avait faite sur ce qu'on appelle les travailleurs en portage, et on réinvente des pseudo-communautés de travail pour que les gens partagent leur expérience d'indépendant quand ils basculent dans l'indépendance. Et voilà les valeurs clés, et ensuite on va les relier à des caractéristiques personnelles et regarder ce qu'il en est en termes d'outcome, comme disaient les collègues, d'intensité de travail, d'équilibre entre le travail et la vie personnelle, et de bien-être. Mais c'est là-dessus que se situe le problème, c'est la tension maximale, elle est là, entre autonomie et incertitude et isolement. Puisqu'il peut y avoir un problème d'équilibre ou de déséquilibre, comme je l'ai dit, entre beaucoup d'autonomie, mais beaucoup d'incertitude aussi sur la soutenabilité de l'activité. Alors, cet aspect de diversification du risque par l'activité plurielle, on peut l'appliquer en théorie financière. Vous connaissez la chose. Quand vous devez composer un portefeuille d'actifs, pour ceux qui ont des investissements à faire, il faut que les actifs que vous mettez dans votre portefeuille aient des risques différents et qu'ils ne soient pas corrélés. Sinon, ils subissent ensemble les variations du marché. Donc, une situation de gestion du risque suppose de mesurer un risque de marché et ensuite, donc, en l'occurrence ici, c'est le risque de marché du travail, de marché de la clientèle, et puis ensuite d'avoir des activités qui sont différemment sensibles au risque de marché. Si elles le sont toutes de la même manière, vous ne diversifiez rien du tout. Et on peut appliquer ce genre de raisonnement de manière assez fine à ces situations de pluriactivité. Je vais essayer de vous en donner des éléments de démonstration. Ce raisonnement de diversification, il s'applique à la fois au travail, mais aussi à la quantité des projets que vous êtes capable d'initier, à la nature de vos clientèles. Si elles se ressemblent toutes, il y a un problème. Il faut qu'elles aient des propriétés un peu variables, au réseau donc des employeurs, mais aussi au réseau des partenaires. Il y a des travaux très très fins qui montrent qu'il y a un optimum de diversité dans une équipe, des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler, des gens nouveaux, et la performance ou l'incidence de la composition de l'équipe sur le résultat existe, on peut la mesurer et la tester. Ce sont des travaux d'un collègue américain qui s'appelle Brian Husey, qui sont extrêmement malins en termes de méthodologie et qui sont très convaincants. Ils s'appliquent au succès des shows à Broadway en fonction de la composition de l'équipe. Donc ces raisonnements en termes de diversité des activités ou diversité des équipes ou diversité de sa propre activité dans une démultiplication de soi sont des raisonnements intéressants. Ce ne sont pas des fictions de modélisateurs, ce sont des vraies façons dont les professionnels gèrent leur situation d'activité. Et quand on a eu à faire une démonstration de ça, on l'a fait avec les chercheurs qui travaillaient avec moi. On l'a fait sur le cas des intermittents parce qu'on disposait de données contrat par contrat. Et on l'a fait sur d'autres populations ensuite. On dispose de données contrat par contrat et on peut donc reconstituer comment les individus accumulent leurs contrats auprès de quels employeurs et quelle est la nature exacte de chaque contrat et quelle est la propriété de l'association entre les différents contrats pour soutenir ou non un engagement professionnel. Mais c'est une aubaine pour le sociologue que de disposer de ce genre d'informations. Elle est beaucoup plus difficile à trouver pour l'activité des indépendants, mais on en a des éléments à travers l'analyse de la pluriactivité des indépendants. Et je sens que l'heure a tourné et que mon invité est déjà là. Et donc, je vais créer un pseudo-suspense à nouveau en vous disant que la fin de l'exposé sera consacrée la semaine prochaine, avant d'enchaîner sur la suite, mais sera consacrée à cette stratégie de diversification de l'activité. Il existe, juste pour vous donner l'indication, dans le monde du travail salarié, il y a à peu près 2 millions d'individus qui sont des pluriactifs. Ce n'est pas massif, mais c'est significatif. Et dans le monde de l'indépendance, ils sont
à peu près 1 sur 7 à être pluriactif. Donc ça n'est pas marginal. Et on voit à travers l'étude de cette pluriactivité dans l'indépendance, on voit exactement se mettre en place des mécanismes de gestion du risque et on peut en mesurer le rendement en quelque sorte, en chance de survie, en chance de gain et pas aussi directement en chance de bénéfice non monétaire de l'activité. Ça, c'est un point qui reste à creuser, mais on peut faire l'exercice assez précisément. Voilà la conclusion provisoire de l'exposé qui est presque à son terme, mais il me manque les 5 minutes et je ne vais pas me frustrer et frustrer mon invité de son temps de parole. Donc je vous propose de poursuivre et d'achever ce point avant d'enchaîner sur la suite la semaine prochaine. Merci à vous.